Je suis rentré à la maison pour Noël. La maison était vide, à l'exception de grand-mère qui mangeait des restes. Un mot disait, on a dépensé ton prêt de 8500 € pour une croisière en famille. Prends soin d'elle. Grand-mère a dit, on va arranger ça. J'ai juste hoché la tête. 4 jours plus tard, il suppliait. La clé a tourné dans la serrure de ma maison d'enfance, et je suis entré, m'attendant au chaos familier du réveillon de Noël. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était un silence si total, qu'il pesait lourdement sur mes tympans. Les roulettes de ma valise ont cliqueté sur le parquet, alors que je traversais le salon. Pas de sapin, pas de décoration, pas de voix appelant mon prénom. Juste des particules de poussière, flottant dans la lumière de fin d'après-midi, qui filtrait à travers les baies vitrées. Je l'ai trouvé dans la cuisine, assis seul, à cette table qui pouvait accueillir 12 personnes. Ma grand-mère Ruth mangeait méthodiquement, directement dans une boîte Tupperware, ce qui ressemblait à un gratin vieux de 3 jours. Elle avait 74 ans, l'esprit toujours aussi vif, mais la voir assise là, toute seule, la faisait paraître plus petite, d'une certaine façon. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et quelque chose dans son regard m'a noué l'estomac. Bienvenue à la maison, ma chérie. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle posait sa fourchette. Grand-mère, où sont les autres? Elle a fait un geste vers une enveloppe de couleur crème, posée contre la salière. Mon prénom y était inscrit, avec l'écriture arrondie de ma mère. J'ai immédiatement reconnu ce papier, le genre coûteux que ma mère achetait à la papeterie du centre-ville, celui qu'elle utilisait pour les mots de remerciement, et les invitations à dîner. Mes doigts étaient engourdis, au moment de l'ouvrir. Le message à l'intérieur était bref, rédigé avec cette même calligraphie élégante, qui avait orné mes cartes d'anniversaire, tout au long de mon enfance. Ma chérie, nous avons emmené la famille pour une croisière de Noël dans les Caraïbes. Ton père a trouvé une offre de dernière minute incroyable, et nous ne pouvions tout simplement pas la laisser passer. Nous avons utilisé l'argent que tu nous as si généreusement prêté le mois dernier. Ne t'inquiète pas, nous te rembourserons, un de ces jours. En attendant, grand-mère Ruth a besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle a eu du mal à suivre les horaires de ses médicaments, et nous avons pensé que ce serait le moment idéal, pour que tu passes du temps de qualité avec elle. Le frigo est rempli avec l'essentiel. Joyeux Noël. Avec tout notre amour, maman, papa, Mégane, 3 et les enfants. Je l'ai lu 3 fois. À chaque fois, les mots semblaient se réorganiser, pour devenir encore plus insultants que la fois précédente. Le prêt. Les 8500 € que j'avais péniblement économisés, grâce à 9 mois d'heures supplémentaires à l'hôpital, où je travaillais comme infirmière en chirurgie. Un argent que j'avais soigneusement mis de côté, budgété, et protégé. Cet argent, je l'avais transféré sur le compte de mes parents il y a 6 semaines, quand mon père m'avait appelé, pour ce qu'il décrivait comme une situation d'urgence, concernant leur prêt immobilier. Ils m'ont dit que c'était pour éviter la saisie de la maison, ai-je dit, ma voix résonnant de manière plate et distante. Grand-mère Ruth a poussé son Tupperware sur le côté, et a croisé les mains sur la table. Il n'y a jamais eu de menace de saisie, ma chérie. Ton père voulait un nouveau bateau. Ta mère voulait rénover la cuisine, et, apparemment, il voulait aussi une croisière. Tu savais? J'ai découvert cette histoire de croisière il y a 2 mois, a-t-elle dit doucement. J'ai surpris ta mère au téléphone, avec l'agent de voyage, en octobre. Elle se vantait de l'offre de dernière minute qu'ils avaient trouvée, expliquant comment ils allaient utiliser l'argent de ton prêt, pour la payer. Je les ai confrontés, et ils m'ont assuré que tu étais d'accord, et que tu savais à quoi cet argent était réellement destiné. La cuisine a légèrement tangué autour de moi. J'ai agrippé le dossier d'une chaise, pour me stabiliser. Ils t'ont laissé ici, toute seule à Noël. Ils ont supposé que tu rentrerais à la maison, comme toujours. Tu es la fille sur qui on peut compter, après tout. L'amertume dans sa voix était nouvelle. Grand-mère Ruth avait toujours été la pacificatrice de la famille, celle qui apaisait les disputes, et insistait pour que tout le monde s'entende. Et le commentaire sur les médicaments dans le mot, c'est une pure invention. Je n'ai jamais eu de problème avec mes pilules. Ils avaient juste besoin d'une excuse, pour que tu te sentes obligé de rester. J'ai regardé la cuisine attentivement, pour la première fois. L'évier était plein de vaisselle sale. La poubelle débordait. Le réfrigérateur, quand je l'ai ouvert, ne contenait qu'une bouteille de lait périmé,
de la laitue flétrie, et un bocal de cornichons à moitié vide. Et pour tes médicaments? Elle a balayé la question d'un geste de la main. Je peux gérer mes pilules toute seule, merci beaucoup. Je le fais depuis 74 ans. Ta mère aime faire croire que je suis démunie, mais j'ai encore toutes mes facultés. Depuis combien de temps manges-tu des restes? Depuis qu'ils sont partis. Je ne voulais pas m'imposer, en demandant de l'aide aux voisins. Tes parents ont emporté la carte de crédit, qu'ils laissent habituellement pour les courses. Quelque chose de froid et de dur a commencé à se former dans ma poitrine. J'avais conduit pendant 11 heures, pour être ici. J'avais demandé des jours de congé à mon hôpital, pendant l'une de nos saisons les plus chargées. J'avais acheté des cadeaux, qui étaient encore dans le coffre de ma voiture, soigneusement emballés et étiquetés pour chaque membre de la famille. Où sont tous les autres? Tante Linda, oncle Thomas. Sur la croisière. Tes parents ont payé pour tout le monde, sauf pour toi et moi. Ils sont 14 en tout, en train de naviguer autour de Saint-Thomas et des îles Vierges, en ce moment même. 14 personnes. Mes parents, ma sœur Mégane et son mari 3, avec leurs 3 enfants. Mon frère Marcus et sa femme Nicole, avec leurs 2 enfants. Ma tante et mon oncle, ainsi que mon cousin Brandon, avec sa nouvelle petite amie. Tout le monde, à l'exception de grand-mère Ruth et moi. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert mon application bancaire. Le prêt avait été transféré le 10 novembre. Le solde de mon compte affichait exactement 372 €, une somme qui devait me suffire, jusqu'à ma prochaine paie, le 3 janvier. On va arranger ça, a dit grand-mère Ruth, doucement. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Elle m'observait avec une expression, que je ne lui avais jamais vue auparavant. Quelque chose de vif et de calculateur, qui la rajeunissait de plusieurs décennies. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tes parents s'en tirent avec ce genre de comportement depuis trop longtemps. Ta sœur, aussi. Ils prennent encore, et toi tu donnes sans compter, et personne n'en subit jamais les conséquences. Elle s'est dirigée vers le tiroir de la cuisine, et en a sorti un bloc-notes et un stylo. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois, ils sont allés trop loin, et nous allons faire quelque chose. Grand-mère, je ne veux pas déclencher une guerre familiale. Trop tard. Ils l'ont déclenchée, quand ils t'ont volé, et qu'ils m'ont abandonné. Elle s'est rassise, et m'a regardé droit dans les yeux. Que sais-tu de l'héritage de ton grand-père? La question m'a prise au dépourvu. Mon grand-père était décédé il y a 5 ans. Pas grand-chose. Je sais qu'il t'a laissé à l'abri du besoin. Il m'a laissé une somme considérable, mais il m'a aussi laissé autre chose. Quelque chose que j'ai gardé très privé. Elle a tapoté le stylo contre le bloc-notes. Ton grand-père et moi, nous possédions 17 propriétés ensemble. Des biens locatifs, des bâtiments commerciaux, un petit complexe d'appartements. À sa mort, j'ai tout hérité. Les revenus de ces propriétés vont dans un fonds fiduciaire, qui couvre mes frais de subsistance. Je me suis assise en face d'elle. Je n'en avais aucune idée. Personne ne le sait. Ton grand-père a mis tout cela en place, avec beaucoup de soin, avant sa mort. Les propriétés sont détenues par le fonds, et une société de gestion s'occupe de tout. Les documents fiscaux vont directement au bureau de mon avocat. Tes parents n'ont jamais vu le moindre papier, parce qu'il n'y a rien à voir dans cette maison. Tes parents ne le savent pas non plus. Ils pensent que je vis de ma pension de retraite, et de celle de ton grand-père. Ils s'imaginent qu'à la moindre urgence médicale, je serai obligé d'emménager dans leur sous-sol. Son sourire était mince. Ce qu'ils ignorent, c'est que ma fortune est estimée à un peu plus de 4,2 millions d'euros. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du vieux réfrigérateur. Il y a 4 mois, ils ont commencé à faire pression sur moi, pour que je passe une évaluation cognitive. Ils n'arrêtaient pas d'insinuer que je perdais la mémoire, et que j'avais besoin d'être examiné. Je savais très bien ce qu'ils faisaient, ils montaient un dossier, pour prendre le contrôle de mes finances. Alors, j'y suis allé, et j'ai fait cette évaluation. Je l'ai réussi haut la main. Le neurologue a dit, que j'avais les fonctions cognitives d'une personne de 20 ans plus jeune. Tes parents m'aident à gérer mes finances, depuis 3 ans, a-t-elle poursuivi. Ce qui signifie, en réalité, qu'ils prélèvent une allocation mensuelle, sur ce qu'ils croient être mon revenu fixe.
Je leur donne 800 € par mois. Ils pensent que c'est la quasi-totalité de mon argent disponible, après mes dépenses de base. Mais en fait, c'est juste de l'argent que je mets de côté, spécifiquement pour documenter leur comportement. Tu les as payés? J'ai tout documenté. Chaque demande, chaque tentative de me culpabiliser, chaque fois qu'ils m'ont fait me sentir comme un fardeau, tout en prenant mon argent. J'ai aussi des preuves concernant cette histoire de prêt et de croisière. J'ai le message vocal de ta mère, datant d'octobre, où elle mentionne le voyage dans les Caraïbes. Et j'ai l'email de confirmation de l'agence de voyage, qu'elle m'a transféré par accident, au lieu de l'envoyer à ton père. Mon esprit tournait à toute vitesse. Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère que tes parents ont besoin d'apprendre ce que ça fait d'être abandonné et de se faire exploiter. Je suggère que nous leur fassions goûter à leur propre médecine. Elle s'est penchée en avant. Et je suggère que j'ai les ressources nécessaires pour m'assurer que cette leçon porte ses fruits. Je ne veux pas me venger. Je veux juste récupérer mon argent. Tu vas récupérer ton argent. Mais ma chérie, tu dois comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit d'un schéma répétitif. Sais-tu combien de fois ta mère a emprunté de l'argent à ta sœur? Combien de fois ton père a fait culpabiliser ton frère pour qu'il paie certaines choses? J'ai secoué la tête. Constamment. Megan est endettée sur ses cartes de crédit, parce que ta mère n'arrête pas d'avoir des urgences, qui nécessitent de faire du shopping. Marcus a contracté une deuxième hypothèque, pour financer un projet d'investissement de ton père, qui n'a mené nulle part. Elle a feuilleté son bloc-notes. J'observe cette famille depuis des décennies, et le problème ne fait qu'empirer, parce que personne ne dit jamais non. Personne ne les met jamais face à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Grand-mère Ruth a souri, et c'était l'expression la plus déterminée, que j'avais jamais vue sur son visage. D'abord, on va faire les magasins. C'est moi qui régale. Nous allons passer un vrai Noël, juste toi et moi. Ensuite, pendant que tes parents sirotent des métais, en se félicitant de leur propre ruse, nous allons passer quelques coups de téléphone, et établir de nouvelles limites. Nous avons passé le réveillon de Noël au supermarché, remplissant de chariots avec tout ce qu'il fallait, d'une vraie dinde, aux ingrédients pour la célèbre tarte aux noix de pécan de grand-mère Ruth. Elle a insisté pour s'arrêter au centre commercial, où elle m'a acheté un pull en cachemire, que j'avais admiré dans une vitrine, et une paire de boucles d'oreilles en cristal, qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Grand-mère, c'est trop. Baliverne. Quand tu arrives à mon âge, tu réalises que l'argent n'est utile, que si tu le dépenses pour les gens que tu aimes. Elle m'a serré la main. Et puis, nous ne faisons que commencer. Ce soir-là, nous avons décoré la maison. Mon grand-père avait toujours adoré Noël, et après sa mort, grand-mère Ruth n'avait pas supporté l'idée de mettre des décorations, toute seule dans cette grande maison. Elle avait tout soigneusement mis en boîte, et stocké au grenier, incapable de regarder ses objets, sans ressentir son absence. Mais maintenant, 5 ans plus tard, elle était prête. Ton grand-père a acheté celle-ci en Allemagne, a-t-elle dit, en tenant un délicat ange en verre. Et celle-là, c'était la toute première décoration de Noël de ta mère, avant qu'elle ne décide que les biens matériels comptaient plus que les gens. J'ai perçu la tristesse dans sa voix. Tu l'aimes toujours? Bien sûr que oui. C'est ma fille. Mais l'amour ne signifie pas qu'il faut accepter les mauvais comportements, et cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher sur les pieds. Elle a accroché l'ange sur une branche bien en vue. Ta mère était différente avant, tu sais. Elle se souciait de sa famille, de faire ce qui était juste. Mais en cours de route, elle et ton père ont commencé à compter les points. Ils ont commencé à mesurer leur valeur, à l'aune de ce qu'ils possédaient, au lieu de ce qu'ils étaient. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant un moment, descendant des cartons du grenier, et transformant cette maison vide, en un lieu chaleureux et festif. À minuit, le salon ressemblait à une carte de vœux. Nous avons préparé du chocolat chaud, nous nous sommes assises près du sapin, et grand-mère Ruth a commencé à m'expliquer son plan. Demain, on se repose, et on profite de notre journée. On cuisine. On regarde des films. On fait comme si le reste de la famille n'existait pas. Mais le surlendemain, le 26 décembre, c'est là qu'on commence. Elle a sorti son téléphone, étonnamment à l'aise avec la technologie. Je vais envoyer un email à tes parents,
en mettant en copie tous les passagers de la croisière. Je vais leur dire que j'ai eu une urgence médicale. Un petit AVC, rien qui ne menace ma vie, mais suffisamment inquiétant, pour que le médecin veuille me garder sous étroite surveillance, et m'évaluer pour un placement en maison de santé. Mais c'est faux. Eux, ils ne le savent pas. Et voici le truc, j'ai 74 ans. Les AVC sont courants à mon âge. C'est crédible. Et ça les fera descendre de ce navire, immédiatement. Ils reviendront en courant. Exactement. Ils vont paniquer de voir leur croisière interrompue, mais ils n'auront pas le choix. Et comme ils sont dans les Caraïbes, cela leur prendra au moins 3 ou 4 jours pour rentrer, entre le moment où ils débarqueront au prochain port. La recherche de vol en pleine semaine de vacances, et la gestion des correspondances. Cela nous donne du temps pour nous préparer. Je commençais à voir où tout cela nous menait. Et quand ils arriveront? Quand ils arriveront, je jouerai le rôle d'une survivante d'un AVC. Un peu confuse, un peu amnésique, un peu faible. Je leur dirai que le médecin affirme que j'ai besoin d'une résidence assistée, à 6 000 € par mois. Je leur dirai que je n'ai pas assez de revenus pour couvrir ces frais, et que j'ai besoin de leur aide. Mais tu as assez de revenus, plus qu'assez, même. Mais ils ne le savent pas. Ses yeux ont brillé. Ta mère va immédiatement commencer à calculer, pour prouver qu'ils n'en ont pas les moyens. Ton père va paniquer à l'idée que je vienne vivre chez eux. Et c'est à ce moment-là, que je leur proposerai une solution. Je leur dirai que je peux vendre certaines choses pour couvrir les frais. Des objets de famille, des bijoux, peut-être même cette maison. Je leur dirai que j'ai été contacté par un acheteur, très intéressé par l'acquisition de la propriété. Je dirai qu'il faut faire vite, et que j'ai besoin de leur aide pour trier mes affaires, et me préparer pour la vente. Et ensuite, nous passerons 3 ou 4 jours avec eux, à fouiller cette maison, à emballer des souvenirs, tout en les regardant stressés, en se demandant où je vais vivre, et à quel point cela va bouleverser leur vie. Je serai confuse et oublieuse, jouant le diagnostic de démence. Je perdrai des objets, je me répéterai, j'oublierai peut-être même leur prénom, une fois ou deux. Grand-mère, c'est cruel. Est-ce plus cruel que de voler sa fille, et d'abandonner sa mère à Noël? Elle a haussé un sourcil. Je ne fais pas ça pour les blesser. Je fais ça pour les réveiller. Ils ont besoin de ressentir ce que ça fait, d'être à la merci d'un comportement irrespectueux. Ils doivent comprendre ce que sont les conséquences. J'y ai réfléchi. Aux 11 heures de route, au double garde à l'hôpital, au moment où j'ai ouvert mon application bancaire, pour y voir ce chiffre dévastateur. Au moment où je me suis tenu dans cette cuisine, en réalisant que j'avais été laissé pour compte, comme une pensée après coup. Que se passe-t-il après ces 3 ou 4 jours? Le soir du Nouvel An, nous organiserons une réunion de famille. Tout le monde sera réuni ici, probablement épuisé de gérer ce qu'ils croient être mon déclin mental. Et c'est là, que je leur dirai la vérité. Elle s'est adossée à sa chaise. Je leur expliquerai que je suis en parfaite santé, et que tout ceci n'était qu'une démonstration. Je détaillerai toutes les façons, dont ils ont profité des membres de la famille, au cours des dernières années, et ensuite, je leur parlerai de ma véritable situation financière. Ils vont être furieux. Probablement. Mais voici la pièce maîtresse. Je vais leur annoncer, que je modifie mon testament. À l'origine, j'allais diviser ma succession à parts égales, entre ta mère, Linda, et Thomas. Mais maintenant, je crée un fonds fiduciaire, qui subviendra à tes besoins, à ceux de Meghan, de Marcus, de Brandon, et de tous les petits-enfants. Tes parents recevront un modeste revenu annuel, suffisant pour vivre confortablement, mais pas assez pour financer leur train de vie excessif. Le gros de la succession sera protégé, pour l'éducation des petits-enfants, et leurs besoins futurs. Tu vas vraiment les déshériter? Je ne les déshérite pas. Je m'assure simplement, que l'argent ira à des personnes qui l'utiliseront de manière responsable. Tes parents en bénéficieront toujours, mais ils ne pourront pas flamber des millions, dans des bateaux, des croisières, et des rénovations de cuisine dont ils n'ont pas besoin. Elle s'est penchée, et a pris ma main. Et toi, ma chérie, tu récupéreras tes 8 500 € immédiatement, avec les intérêts, plus une compensation pour chaque heure supplémentaire que tu as effectuée, pour économiser cet argent. Le jour de Noël s'est écoulé dans un tourbillon de cuisine et de rire. Grand-mère Ruth et moi avons préparé une dinde avec tous ses accompagnements, des tartes faites maison,
et sa recette spéciale de sauce au canneberge. Nous avons mangé à la grande table, juste toutes les deux, et d'une certaine façon, c'était bien meilleur que n'importe quel dîner de famille bondé dont je pouvais me souvenir. Nous avons passé des appels vidéo à quelques parents éloignés et amis, des gens qui se souciaient vraiment de prendre de nos nouvelles pendant les fêtes. Nous avons regardé de vieux films, et feuilleté des albums photos. Grand-mère Ruth a raconté des histoires sur mon grand-père, sur leurs premières années ensemble, et sur la façon dont ils avaient bâti leur vie, grâce à un travail acharné, et une planification minutieuse. Ton grand-père disait toujours, que le caractère d'une personne se révèle dans la façon dont elle traite les gens, quand elle n'y est pas obligée, a-t-elle dit, en regardant une photo d'eux, le jour de leur mariage. N'importe qui peut être gentil, quand ça l'arrange. Le vrai test, c'est la façon dont vous agissez, quand vous pensez que personne ne vous regarde, ou quand cela vous coûte quelque chose. Ce soir-là, elle a rédigé l'email. C'était un chef-d'œuvre de jargon médical inquiet, et de discours de fille préoccupée. Elle a mentionné un mini AVC, des vertiges, une visite aux urgences le jour de Noël, et les inquiétudes du médecin, quant au fait qu'elle vive seule. Elle a parlé de résidences assistées, d'établissements de soins, et des décisions difficiles qu'il faudrait prendre. Dois-je l'envoyer maintenant, a-t-elle demandé, le doigt planant au-dessus du bouton. Es-tu sûr de toi? Elle m'a regardé avec sérieux. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Tes parents ont besoin de cet électrochoc. Si nous ne le faisons pas maintenant, ils continueront à prendre et à prendre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et jusqu'à ce qu'ils aient détruit chaque relation dans cette famille, de manière irréparable. J'ai pensé à ma sœur Megan, qui semblait toujours stressée par l'argent. À mon frère Marcus, qui avait l'air épuisé à chaque fois que je le voyais. À mes jeunes nièces et neveux, qui grandissaient en pensant que ce genre de comportement était normal. Envoie-le. Elle a cliqué sur le bouton. L'email a filé dans le vide numérique, en direction d'un bateau de croisière, quelque part dans les Caraïbes. Nous nous sommes couchés tôt. Toutes les deux fatiguées par la cuisine, et par le poids émotionnel de la journée. Je suis resté allongé dans ma chambre d'enfant, regardant les étoiles phosphorescentes au plafond, que j'avais collées quand j'avais 12 ans, en me demandant ce que nous venions de déclencher. La réponse est arrivée à 14 heures, le lendemain après-midi. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Je viens de recevoir l'email de grand-mère. Nous quittons le navire à Saint-Thomas demain, et essayons de trouver des vols pour rentrer. C'est un cauchemar. Pourquoi ne nous as-tu pas appelé immédiatement? Nous ne pourrons peut-être pas rentrer avant le 30, vu l'encombrement des vols. Assure-toi qu'elle n'essaie pas de conduire, ou d'utiliser la cuisinière. Nous n'arrivons pas à croire que ça arrive. Pas la moindre excuse pour le prêt. Aucune reconnaissance du fait de nous avoir laissés derrière. Juste une panique immédiate, quant à la façon dont cela les affectait, eux. D'autres SMS sont afflués au cours de l'après-midi. De ma sœur, mon frère, ma tante, et mon oncle, tous à divers stades de choc et d'inquiétude. Et, je l'ai remarqué, d'agacement à l'idée de voir leurs vacances écourtées. Grand-mère Ruth les a lues pendant le dîner, l'expression neutre. Pile à l'heure. Ils vont passer les prochains jours à se démener pour trouver des vols, en colère d'avoir perdu l'argent de leur croisière, stressés par ce qu'ils croient qu'il m'arrive, et totalement impréparés pour ce qui les attend. Es-tu nerveuse? Pas le moins du monde. Elle a bu une gorgée de son café. J'ai vécu une longue vie, ma chérie. J'ai enterré mon mari, élevé 3 enfants, survécu 2 fois au cancer, et bâti un héritage financier à partir de presque rien. Un petit drame familial ne m'effraie plus. Nous avons passé les jours suivants à préparer la maison. Grand-mère Ruth s'est avérée être une actrice étonnamment douée. Elle s'entraînait à paraître faible et désorientée, bougeant lentement, se touchant la tête comme si elle avait des vertiges. Elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, comme si elle perdait le fil de ses pensées, puis reprenait lentement ses esprits. Ça aurait été drôle, si ce n'était pas si triste de penser à ce que nous étions en train de prouver. La clé, m'a-t-elle expliqué, c'est d'être juste assez mal en point pour les inquiéter, mais pas assez pour qu'ils me précipitent à l'hôpital, pour une autre évaluation. Je dois avoir l'air d'être à ce stade de récupération, où je suis globalement fonctionnel, mais clairement pas de retour à la normale. Elle m'a fait l'aider à préparer des documents, le bilan neurologique parfait de son évaluation du mois d'août, soigneusement caché dans sa chambre. Des relevés financiers montrant sa véritable fortune, verrouillés dans son coffre-fort. Un Nouveau Testament,
déjà rédigé avec son avocat en novembre, lorsqu'elle avait découvert le plan de la croisière, prêt à être exécuté. Et des lettres, qu'elle avait écrites à chaque membre de la famille, expliquant son raisonnement, scellé et daté. Si quelque chose m'arrive réellement avant que tout ça ne soit fini, je veux que tu aies ceci, a-t-elle dit, en me montrant où tout était rangé. C'est toi qui seras l'exécutrice de ma succession. Pas ta mère, pas ta tante. Toi. Parce que j'ai confiance en toi pour faire ce qui est juste. La famille est arrivée par vagues, dans la soirée du 30 décembre. Mes parents sont arrivés les premiers, se garant dans l'allée avec leur berline de luxe. Tous deux avaient l'air bronzés, mais épuisés. Ma mère a franchi la porte comme un ouragan. Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Que s'est-il passé? Grand-mère Ruth était assise dans le salon, bougeant délibérément avec lenteur. Quand ma mère est apparue, elle a levé les yeux, avec une expression juste un peu décalée, ses mouvements prudents et mesurés. « Oh, bonjour ma chérie. Je ne savais pas que tu passais aujourd'hui. »« Maman, c'est moi, Patricia, ta fille. Nous avons écourté notre voyage, et pris l'avion pour rentrer, parce que tu as eu un AVC. »« Oh, oui, je me souviens maintenant. L'hôpital. » Tout est un peu flou. La performance de grand-mère Ruth était sans faille, sa main tremblant légèrement, alors qu'elle touchait sa tempe. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle a regardé mon père, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise. Puis, elle m'a regardé. À quel point est-ce grave? Qu'a dit le médecin? Je m'étais préparé pour cela. Ils ont dit qu'elle avait eu de la chance que ce soit un accident mineur. Aucun dommage permanent visible, mais elle a besoin d'être surveillée. Ils s'inquiètent de la voir vivre seule. Elle a eu des moments de confusion, et des problèmes de mémoire, depuis que c'est arrivé. C'était le déclencheur. L'inquiétude de ma mère s'est transformée en mode action, comme cela arrivait toujours, lorsqu'elle pouvait contrôler une situation. Elle a commencé à passer des coups de téléphone, appelant des médecins, faisant des recherches sur des établissements. Mon père s'est retiré dans le bureau, vraisemblablement pour calculer les coûts, et stressé à propos de l'argent. Le reste de la famille est arrivé, au cours des heures suivantes. Ma sœur Megan avait l'air pleine de ressentiment, son bronzage des Caraïbes sonnant comme une accusation, dans cette lumière hivernale. Mon frère Marcus semblait sincèrement inquiet, mais aussi épuisé. Les enfants étaient confus, ne comprenant pas pourquoi leurs vacances avaient été écourtées. Nous nous sommes tous réunis dans le salon, et grand-mère Ruth a fait son numéro. Elle se déplaçait avec précaution, comme si elle n'était pas sûre de son équilibre. Elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, en se touchant la tête. Elle a confondu le prénom de mon neveu, à une reprise. Elle a raconté une histoire sur mon grand-père, puis a semblé surprise, quand ma mère lui a gentiment rappelé, qu'elle venait de nous raconter la même histoire, 10 minutes plus tôt. J'ai observé ma famille l'observer, et j'ai vu des réactions très différentes. De l'inquiétude chez Marcus. De l'impatience chez Megan. Du calcul chez mes parents. Les enfants étaient simplement tristes, de voir leur arrière-grand-mère si différente, de la femme si vive qui, d'habitude, leur glissait des bonbons en cachette, et leur racontait des blagues. Ma mère a pris les choses en main, comme on s'y attendait. Nous devons parler des options de soins. Maman, tu ne peux plus vivre seule. Les médecins ont été très clairs à ce sujet. Il faut qu'on te trouve un bon établissement, un endroit sûr, où des professionnels pourront te surveiller, au cas où tu ferais un autre AVC. Je ne veux pas quitter ma maison, a dit grand-mère Ruth, d'une voix faible et effrayée, la main tremblante, alors qu'elle attrapait son verre d'eau. C'était déchirant, même si je savais que c'était de la comédie. Je sais, maman, mais ce n'est pas sûr. Et si tu faisais un autre AVC, et que tu tombais? Et si tu oubliais de prendre tes médicaments pour la tension? Est-ce que je peux aller vivre chez l'un d'entre vous? Le silence qui a suivi, a été assourdissant. Ma mère a regardé mon père. Megan est soudainement devenue très absorbée par son téléphone. Marcus a ouvert la bouche, mais sa femme, Nicole, lui a touché le bras, et a fait non de la tête, discrètement. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de toi, a finalement dit ma mère, la voix tendue. C'est juste que nous ne sommes pas équipés, pour te fournir le niveau de soins dont tu as besoin. Un établissement professionnel serait bien mieux. Ces endroits coûtent très cher, a ajouté mon père, prenant enfin la parole.
As-tu une idée de la façon dont nous allons payer pour ça, Patricia? Sa pension ne couvre même pas la moitié de ce que ces endroits coûtent. J'ai quelques économies, a dit grand-mère Ruth, doucement. Peut-être que je pourrais vendre certaines choses. Cette maison vaut bien quelque chose, non? La maison. Ma mère avait l'air anéantie. Mais c'est la maison de famille. Où passerions-nous Noël? Où nous réunirions-nous? J'avais envie de rire face à tant d'ironie. Où se réunirait-il, après nous avoir laissés derrière pour partir en croisière? Les 2 jours suivants ont été épuisants. Ma famille s'est abattue sur la maison comme une nuée de criquets, passant au peigne fin des décennies de biens accumulés. Leur but affiché était d'aider grand-mère Ruth à se préparer pour sa transition, mais en réalité, ils ressemblaient davantage à des vautours, se disputant une carcasse. Ma mère a trouvé la boîte à bijoux de ma grand-mère, et a commencé à faire le tri, faisant des piles de ce qui devait être conservé, et de ce qui pouvait être liquidé. Megan a fouillé dans les placards, sortant des vêtements vintage, et des pièces de créateurs, dont elle pensait qu'elles pourraient avoir de la valeur. Mon père a examiné les meubles, prenant des photos, et cherchant très probablement les prix sur Internet. Au milieu de tout cela, grand-mère Ruth a joué son rôle à la perfection. Elle errait de pièce en pièce, l'air faible et désorienté. Elle ramassait des objets, et racontait des histoires décousues, dont elle perdait le fil en cours de route. Elle s'asseyait soudainement, comme prise de vertige. Elle appelait les gens par le mauvais prénom, puis s'excusait avec confusion. Et j'ai regardé ma famille, devenir de plus en plus frustrée. Mon Dieu, ça prend un temps infini, s'est plainte Megan, le 2e jour. J'avais des projets pour le nouvel an. Kyle et moi devions aller à cette fête au country club. Nous avions tous des projets, a rétorqué ma mère. Mais la famille passe avant tout. L'hypocrisie était stupéfiante. Je me suis mordu la langue si fort, que j'en ai eu le goût du sang. Marcus était le seul, qui semblait sincèrement bouleversé par la situation, plutôt que dérangé par celle-ci. Il restait assis avec grand-mère Ruth pendant de longs moments, lui tenant la main, et lui racontant des histoires sur ses enfants. Une fois, je l'ai vu essuyer des larmes, alors qu'il pensait que personne ne regardait. Mes parents, pendant ce temps, avaient des conversations à voix basse, dans les coins de la maison, parlant d'argent, d'options, et de ce qu'ils allaient faire. J'ai entendu mon père au téléphone, discutant avec quelqu'un de la valeur des propriétés, et de la liquidation des actifs. Ma mère faisait des recherches sur des résidences assistées, mais j'ai remarqué qu'elle ne regardait que les options les moins chères. Le soir du 1er janvier, la situation a atteint son point critique. Mes parents ont convoqué une réunion de famille, rassemblant tout le monde dans le salon, où grand-mère Ruth était assise dans son fauteuil préféré, paraissant petite et fragile. Nous devons prendre des décisions, a annoncé ma mère. J'ai trouvé un établissement qui a une place disponible. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est propre et sûr, et le coût est gérable, si maman vend la maison, et la plupart de ses biens. Quelle proportion de ses affaires doit partir, a demandé Marcus. Presque tout. L'établissement fournit des chambres meublées. Elle n'aurait besoin que de ses vêtements, et de quelques objets personnels. J'ai regardé les murs, couverts de photographies et d'œuvres d'art, collectionnées sur 60 ans. Les bibliothèques, remplies de premières éditions, et d'objets de famille. Le piano, que mon grand-père avait mis 20 ans à économiser pour acheter. Tout cela, sur le point d'être vendu, pour financer une maison de retraite dont grand-mère Ruth n'avait même pas besoin. Qu'en est-il de son indépendance, ai-je demandé doucement. Qu'en est-il de ce qu'elle veut, elle? Elle n'est plus capable de prendre ses décisions, a répondu ma mère, sans méchanceté, mais avec une terrible finalité. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que la famille doit intervenir, et faire ce qu'il y a de mieux. Et tu penses que vendre sa vie entière, c'est ce qu'il y a de mieux? Je pense que la garder en sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. À moins que tu n'aies une meilleure suggestion. Le ton de ma mère était provocateur. À moins que tu ne veuilles la prendre chez toi, et payer pour ses soins toi-même. Nous y voilà. Le chantage affectif. L'insinuation que si je m'en souciais vraiment, je sacrifierais tout. En fait, a dit grand-mère Ruth, sa voix soudainement claire et forte, j'ai bel et bien une meilleure suggestion. Tout le monde s'est tourné vers elle. Elle se tenait bien droite à présent, le regard vif et concentré, les mains parfaitement stables. La victime d'AVC faible et confuse avait disparu,
remplacé par la redoutable personne que j'avais vue la veille de Noël. De quoi parles-tu, maman? A demandé ma mère, nerveusement. Je parle du fait que je n'ai jamais eu d'AVC. Je ne suis pas allé à l'hôpital à Noël. Il n'y a absolument rien qui cloche avec ma mémoire, ou mon équilibre. Elle s'est levée, bougeant avec une aisance qu'elle n'avait pas montrée depuis des jours. L'email que j'ai envoyé était un test, une démonstration. Et félicitations, vous avez tous échoué de manière spectaculaire. Le silence était absolu. Quoi, a finalement réussi à articuler mon père. J'ai passé une évaluation neurologique complète, le mois dernier. Je suis en parfaite santé, plus lucide que jamais, d'après le docteur Morrison. Elle s'est dirigée vers la cheminée, et a attrapé une enveloppe. Voici le rapport, si vous ne me croyez pas. Le visage de ma mère est devenu blanc, puis rouge. Tu as menti. Tu nous as obligés à écourter nos vacances. À dépenser des milliers d'euros pour des vols de dernière minute. Tu nous as fait nous inquiéter, tu nous as fait traverser tout ça, et tu mentais. Oui. Tout comme vous avez menti, en prétendant avoir besoin de 8 500 € pour éviter une saisie immobilière, alors qu'en réalité, vous les vouliez pour une croisière qui coûtait. Laissez-moi vérifier la confirmation de l'agence de voyage, que tu m'as transférée par accident. 24 000 € au total. Elle s'est tournée pour me regarder. Une croisière à laquelle vous n'avez pas invité votre propre fille, malgré le fait d'avoir pris son argent, plus 15 000 € supplémentaires sur vos propres économies. Une croisière pour laquelle vous m'avez abandonné à Noël, me laissant avec de la nourriture périmée dans le frigo, et aucun moyen de faire des courses. Attendez une minute, a commencé mon père. Non, c'est vous qui allez attendre, vous tous. La voix de grand-mère Ruth était teintée d'acier. Asseyez-vous, tout de suite. Quelque chose dans son ton a poussé tout le monde à obéir. Nous nous sommes tous rassis, la pièce paraissant soudainement beaucoup plus petite. J'ai regardé cette famille sombrer dans le dysfonctionnement depuis des années, a-t-elle commencé. Je vous ai regardé profiter de vos enfants, les uns des autres, et de tous ceux qui étaient prêts à donner. Je vous ai regardé faire passer les choses avant les gens, l'argent avant les relations, et le confort avant la responsabilité. Maman, nous t'avons toujours aidé, a protesté faiblement ma mère. Vraiment? Vous m'avez pris 800 € par mois, pendant 3 ans. De l'argent dont vous m'aviez dit, qu'il servirait à m'aider avec mes dépenses, mais qui, en réalité, n'a fait que financer l'amélioration de votre train de vie. Vous m'avez fait me sentir comme un fardeau, comme si je devais être reconnaissante, que vous m'appeliez ne serait-ce que pour les fêtes. Nous ne savions pas que tu avais d'autres revenus, a justifié mon père. Parce que je ne vous l'ai jamais dit. Et voulez-vous savoir pourquoi? Elle a sorti son bloc-notes, celui qu'elle tenait depuis des années. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu de l'argent, vous avez trouvé un moyen de le prendre. Quand ton père est mort, et que j'ai reçu le capital de l'assurance vie, vous m'avez convaincu de l'investir dans l'entreprise de votre ami. Souvenez-vous-en. L'entreprise qui a fait faillite, 6 mois plus tard. J'ai perdu 40 000 €, et vous n'avez jamais pris la moindre responsabilité pour cette recommandation. Ma mère a détourné le regard. Quand j'ai vendu ma voiture, il y a 3 ans, vous avez suggéré que je vous donne l'argent, pour le garder en sécurité pour moi. Je n'ai jamais revu ces 5 000 €. Quand j'ai mentionné que j'avais des bons d'épargne, vous m'avez convaincu qu'ils seraient mieux placés sur un compte à terme, que vous géreriez pour moi. Ces bons sont arrivés à échéance, et je n'en ai jamais revu le capital. Nous essayons d'aider, a chuchoté ma mère. Vous étiez en train de voler. Appelons les choses par leur nom. Grand-mère Ruth a ouvert son bloc-notes. Mais il n'y a pas que moi. Mégane, je sais que ta mère t'a emprunté de l'argent, au cours des 2 dernières années. D'après ce que tu m'as glissé lors de nos appels téléphoniques, ces soins dentaires d'urgence qui ont coûté 4 000 €, ces réparations de voitures imprévues pour 3 000 €. Toutes ces fois où elle a eu besoin d'aide pour les factures. J'avais estimé le total aux alentours de 17 000 €. Rien de tout cela n'a été remboursé. Mégane est restée bouche bée. Marcus, a continué grand-mère Ruth, ton père t'a convaincu d'être co-emprunteur, sur cet immeuble de placement qui a été saisi. Cela a détruit ta cote de crédit, et je sais, d'après nos conversations, que cela t'a coûté environ 35 000 €. Mon frère et ma sœur avaient l'air sous le choc, en réalisant qu'elle avait recollé tous les morceaux. Je sais tout. Je vois tout.
J'ai tout documenté, parce que je continuais d'espérer que vous changeriez, espérant que vous réaliseriez ce que vous étiez en train de faire à cette famille. Elle a fermé le bloc-notes. Mais vous n'avez pas changé. Vous avez empiré. Et la situation avec votre fille a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle leur a alors tout raconté, mes doubles gardes, mes sacrifices, mes économies prudentes. Elle a parlé des mensonges qu'ils avaient racontés pour obtenir l'argent, et du fait qu'ils m'avaient laissé trouver une maison vide et un mot, comme si j'étais une sorte de gardienne de maison, plutôt qu'un membre de la famille. Nous allions la rembourser, a balbutié mon père, d'une voix faible. Quand? Comment? Vous avez dépensé cet argent pour une croisière de 14 personnes. Avez-vous 8500 € qui dorment sur votre compte, prêts à être transférés? Le silence fut une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, a déclaré grand-mère Ruth. Premièrement, je vais rembourser votre fille, moi-même. Chaque centime, plus les intérêts. Considérez cela comme un cadeau, de la part de quelqu'un qui apprécie réellement ses sacrifices, et sa force de caractère. Grand-mère, tu n'es pas obligée, ai-je commencé. Chut. C'est mon argent, c'est mon choix. Elle a reporté son regard sur mes parents. Deuxièmement, vous allez vous asseoir ici, et écouter, pendant que je vous explique quelques faits concernant ma situation financière. Elle leur a parlé des propriétés, du fonds fiduciaire, des 4,2 millions d'euros dont ils ne savaient rien. J'ai regardé les visages de mes parents passer par le choc, la colère, et une avidité à peine dissimulée. Troisièmement, a-t-elle poursuivi, je modifie mon testament. J'ai rencontré mon avocat en novembre, après avoir découvert vos projets de croisière. Le Nouveau Testament crée un fonds, pour l'éducation et les besoins futurs des petits-enfants. Vous recevrez un modeste revenu annuel, suffisant pour vivre, mais pas assez pour financer ce train de vie excessif, que vous maintenez en profitant de vos propres enfants. Tu ne peux pas faire ça, a dit ma mère, la voix tremblante. Je le peux, et je le ferai. Je rencontre mon avocat la semaine prochaine, pour signer les papiers finaux. Le fonds sera irrévocable, une fois exécuté. Alors, tu nous punis, a demandé Meghan. Parce que nous avons fait une erreur? Une seule erreur? Grand-mère Ruth a ri. Mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Il ne s'agit pas d'une seule erreur. Il s'agit d'un comportement récurrent, qui a endommagé chaque relation au sein de cette famille. Il s'agit d'enseigner ce que sont les conséquences, une chose que vous n'avez manifestement jamais apprise. Et qu'en est-il de la loyauté familiale, a exigé mon père. Qu'en est-il du pardon? Qu'en est-il de la responsabilité? Qu'en est-il de la considération? Qu'en est-il de la simple décence humaine? Elle a secoué la tête. La loyauté familiale est une voie à double sens. Vous ne pouvez pas l'exiger, tout en n'offrant rien en retour. La pièce a alors explosé en dispute. Ma mère pleurait, mon père criait, Meghan essayait de négocier. Marcus restait assis silencieusement, donnant l'impression d'assimiler tout ce qui se passait. Les enfants avaient été envoyés à l'étage plus tôt, épargnés par cette confrontation. Moi, je me contentais d'observer, me sentant étrangement détaché de tout cela. C'était ma famille qui implosait, et tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Ça suffit, a finalement dit grand-mère Ruth, sa voix tranchant à travers le chaos. Je ne négocie pas. Je ne changerai pas d'avis. Ce sont les conséquences de vos choix. Vous pouvez soit les accepter avec grâce, soit partir. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça va se passer. Mes parents se sont levés. Si c'est ce que tu ressens, a dit ma mère froidement, alors peut-être que nous devrions partir. Peut-être bien, en effet, a approuvé grand-mère Ruth. Ils ont rassemblé leurs affaires, dans un silence furieux. Meghan les a suivis, jetant des regards blessés par-dessus son épaule. Marcus s'est attardé, s'approchant de grand-mère Ruth avec précaution. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Pour ma part de responsabilité dans tout cela. Pour ne pas leur avoir tenu tête plus tôt. Je sais que tu le hais, mon grand. C'est pour cela que le fonds comprend des dispositions, pour t'aider à te remettre des dommages financiers qu'ils ont causés. Elle l'a serré dans ses bras. Tu es un homme bien. Ne les laisse plus te tirer vers le bas. Après leur départ, la maison a semblé paisible, pour la première fois depuis des jours. Grand-mère Ruth s'est assise lourdement,
paraissant soudainement faire son âge. Est-ce que ça va, ai-je demandé. Ça ira. Cela devait arriver, même si c'était difficile. Elle m'a regardé. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. Nous sommes allés dans sa chambre, où elle a ouvert son coffre-fort, pour en sortir une enveloppe avec mon prénom dessus. Ceci est un chèque de 12 000 euros. Tes 8 500 euros pour ton prêt, plus les intérêts, plus une compensation pour ton temps et ton stress. Grand-mère, c'est trop. Ce n'est pas assez, mais c'est ce que je peux faire pour l'instant. Elle l'a pressé dans mes mains. Tu seras l'exécutrice de ma succession quand je ne serai plus là. Tu t'assureras que l'on s'occupe des petits-enfants, et que le fonds est géré correctement. Je te confie le travail de toute ma vie, parce que tu es la seule, qui s'est montrée digne de cette confiance. Je l'ai serré dans mes bras, sentant les larmes couler enfin. Merci pour tout. Merci d'être le genre de personne, pour qui il vaut la peine de se battre. Nous avons passé la soirée du Nouvel An ensemble, juste toutes les deux, à nouveau. Nous avons préparé le dîner, regardé la boule descendre à la télé, et trinqué au champagne à minuit. Cela aurait dû être triste de passer les fêtes sans le reste de la famille. Au lieu de cela, c'était comme une évidence. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de mes parents et de ma sœur. Des excuses, mélangées à des justifications, et à des tentatives de manipulation. Je les ai tous lus, et je n'ai répondu à aucun. Le jour de l'an, mon frère Marcus est passé avec sa famille. Il s'est de nouveau excusé, correctement cette fois. Il a expliqué qu'il avait cautionné nos parents, parce qu'il avait peur des conflits, peur d'être coupé de la famille. Mais en regardant ce qui vous est arrivé, à toi et à grand-mère, a-t-il dit, je réalise que rester silencieux me rend complice. Je ne veux pas que mes enfants grandissent en pensant que ce genre de comportement est normal. Grand-mère Ruth l'a serré dans ses bras. Tu seras toujours le bienvenu ici. Ta famille sera toujours la bienvenue. Mais tes parents doivent faire preuve d'un réel changement, avant d'être à nouveau les bienvenus chez moi. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué. Mes parents ont tenté diverses stratégies, le chantage affectif, la colère, la négociation, le silence. Rien n'a fonctionné. Grand-mère Ruth a tenu bon, et je l'ai soutenue. Ma mère a envoyé un long email, expliquant à quel point elle était blessée, comment la famille devrait savoir pardonner, et à quel point nous étions déraisonnables. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai rédigé ma réponse. Maman, je t'aime. Mais l'amour ne signifie pas qu'il faut accepter d'être maltraité. Quand tu seras prête à assumer la véritable responsabilité de tes actes. Quand tu seras prête à t'excuser, sans justification ni fausse excuse. Quand tu seras prête à prouver, par un comportement constant, que tu as changé. Alors, nous pourrons reconstruire notre relation. Jusque-là, j'ai besoin de prendre mes distances. L'hôpital où je travaillais m'a offert une promotion, en février. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, et des horaires normaux. J'ai accepté immédiatement, sachant que je pouvais me le permettre. Sachant désormais que je n'avais plus besoin de faire des doubles gardes, pour me remettre d'avoir été exploité. Grand-mère Ruth a commencé à organiser des dîners mensuels chez elle. De petits rassemblements avec les membres de la famille, qui avaient eux aussi été blessés par le comportement de mes parents, au fil des ans. Nous l'appelions notre groupe de guérison, même si c'était en réalité, juste une occasion de reconstruire des relations, sans la dynamique toxique à laquelle nous nous étions tous habitués. Marcus emmenait ses enfants tous les dimanches. Il faisait des activités manuelles avec grand-mère Ruth, écoutait ses histoires, et apprenait l'histoire de leur famille, de la bouche de quelqu'un qui disait la vérité. C'était thérapeutique pour nous tous. En mars, ma mère a pris contact avec moi, demandant une rencontre. Elle voulait s'excuser en personne. J'ai accepté, mais seulement dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos domiciles. Elle est venue seule, paraissant plus vieille que dans mes souvenirs. J'ai commencé une thérapie, a-t-elle dit après que nous ayons commandé. Des séances individuelles, et une thérapie de couple avec ton père. Nous essayons de régler nos problèmes. C'est une bonne chose. Je te dois des excuses. Des vraies, sans chercher de prétexte. Elle a pris une profonde inspiration. Je t'ai volé. Je t'ai menti. Je t'ai abandonné à Noël. J'ai fait passer mes envies avant tes besoins, et j'ai ensuite essayé de justifier ça,
en disant que la famille est de la famille. Mais je n'agissais pas comme un membre de la famille. J'agissais comme une personne égoïste et imbue d'elle-même, qui avait oublié comment apprécier les personnes qu'il aimait. J'ai attendu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je sais que je dois regagner ce pardon, par des actions cohérentes, sur la durée. Mais je veux que tu saches, que je suis déterminé à changer. Je suis déterminé à être la mère que tu mérites, même s'il faut des années pour y parvenir. Et pour l'argent? Nous avons mis en place un plan de remboursement. Nous remboursons à ta grand-mère 170 € par mois, jusqu'à ce que la totalité de la somme soit reversée sur son compte. Elle a insisté pour se faire rembourser ce qu'elle t'a donné. Cela prendra 50 mois, un peu plus de 4 ans, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre, tout en couvrant nos dépenses de base. Nous emménageons dans une maison plus petite, nous vendons le bateau, et nous réduisons toutes les dépenses inutiles. Je l'ai regardé, essayant d'évaluer sa sincérité, tentant de décider si c'était un réel changement, ou juste une autre manipulation. Seul le temps nous le dira, ai-je finalement dit. J'apprécie les excuses. J'espère que tu iras jusqu'au bout de ce changement, mais j'ai besoin de me protéger, et j'ai besoin de soutenir grand-mère Ruth. Alors, pour l'instant, avançons doucement. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est juste. C'est plus que juste. Nous avons terminé notre café, en parlant de choses neutres, les progrès de sa thérapie, ma promotion, les enfants de Marcus. De petits pas vers quelque chose, qui pourrait éventuellement ressembler à une relation saine. Grand-mère Ruth a eu 75 ans en avril. Nous lui avons organisé une fête chez elle, invitant tous ceux qui faisaient partie de notre groupe de guérison, plus quelques-uns de ses amis du club de lecture, et de l'église. Mes parents n'étaient pas là, mais leur absence était moins douloureuse, que n'aurait pu l'être leur présence. Elle a prononcé un discours ce soir-là, remerciant tout le monde pour leur amour et leur soutien. J'ai appris quelque chose d'important cette année, a-t-elle déclaré, en levant son verre. J'ai appris que la famille, ce n'est pas qu'une question de lien de sang. C'est avant tout les personnes qui sont présentes, qui se soucient de vous, qui choisissent de vous aimer, même quand c'est difficile. Et j'ai appris, que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire, c'est d'établir des limites, et d'appliquer des conséquences. Non pas pour punir, mais pour protéger. Pour préserver la possibilité d'une relation véritable. Tout le monde a levé son verre. Elle m'a prise à part, un peu plus tard. Sais-tu quelle a été la meilleure partie de toute cette histoire? Quoi donc? Te voir te défendre. Te voir réaliser ta propre valeur. Tu as passé tant d'années à être la personne fiable, celle qui donne, celle qui se sacrifie. Mais maintenant, tu deviens celle qui connaît sa valeur, et qui n'accepte plus de se contenter de moins. J'ai appris de la meilleure, ai-je répondu en la serrant dans mes bras. Non, ma chérie. Tu l'as toujours eu en toi. Tu avais juste besoin qu'on te donne la permission de le montrer. En mai, mes parents ont effectué leur tout premier mois de remboursement complet. Ma mère m'a envoyé une photo du virement bancaire, accompagnée d'un message, un mois de fait, plus que 49. Nous nous y tenons. Je l'ai montré à grand-mère Ruth. Penses-tu qu'ils changeront vraiment? Honnêtement, je ne sais pas. Un véritable changement est difficile, surtout quand on a passé des décennies à développer de mauvaises habitudes. Mais au moins, maintenant, ils ont une chance. Au moins, maintenant, ils comprennent qu'il y a des conséquences. Elle a souri. Et au moins, maintenant, tu sais que tu n'as pas à accepter d'être maltraité, juste parce que quelqu'un partage ton ADN. Cet été-là, j'ai pris des vacances. De vraies vacances, où je n'ai pas fait d'heures supplémentaires, ni avant, ni après. Je suis allé sur la côte avec des amis du travail, j'ai séjourné dans un bel hôtel, j'ai mangé de bons dîners, sans calculer les coûts. Cela m'a semblé étrange au début, de dépenser de l'argent pour moi-même, sans culpabilité. Mais ensuite, je me suis souvenu du chèque, de ma promotion, et des limites que j'avais établies. Je me suis souvenu que j'avais de la valeur, au-delà de ce que je pouvais offrir aux autres, et j'ai savouré chaque instant. Grand-mère Ruth est toujours aussi en forme. Elle organise ses dîners mensuels, gère ses propriétés, et vit sa vie selon ses propres règles. Elle et ma mère ont commencé à avoir des appels téléphoniques supervisés, de courtes conversations, où elle s'exerce à des schémas de communication sains. Mon père est plus lent à changer, luttant toujours avec sa fierté, et avec le fait d'admettre ses torts.
Marcus et sa famille s'épanouissent, libérés de la pression financière, qui consistait à entretenir nos parents. Il rembourse ses dettes, et reconstruit son crédit. Ses enfants sont plus heureux eux aussi, passant du temps avec grand-mère Ruth, et apprenant à quoi ressemble une dynamique familiale saine. Megan et moi sommes toujours brouillés. Elle m'envoie des messages occasionnellement, mais ils concernent toujours ce dont elle a besoin, ou ce qu'elle veut, sans jamais prendre de mes nouvelles. Certaines relations sont peut-être irréparables, et j'apprends à l'accepter. Quant à moi, je construis une vie selon mes propres termes. Une vie où je suis valorisé, où mes sacrifices ont de l'importance, et où mes limites sont respectées. J'aime toujours ma famille, mais je m'aime davantage, maintenant. Et j'ai appris que, parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse dire, c'est terminé. En repensant à ce Noël, en découvrant cette maison vide et ce mot cruel, j'ai réalisé que c'était l'électrochoc dont j'avais besoin. Ça a fait mal. Ça fait encore mal parfois. Mais ça m'a forcé à voir clairement ce que j'avais accepté. Ce que j'avais cautionné, en étant toujours disponible, en me sacrifiant toujours, et en donnant sans arrêt. Grand-mère Ruth m'a donné bien plus que de l'argent, pendant ces fêtes. Elle m'a donné la permission d'exiger mieux. Elle m'a donné l'exemple de savoir rester ferme, même quand c'est inconfortable. Elle m'a fait comprendre qu'aimer quelqu'un, ne signifie pas accepter ses pires comportements. 4 jours après leur retour. C'est tout ce qu'il a fallu. Du moment où ils ont repassé cette porte, jusqu'à ce que mes parents se retrouvent à se démener, confrontés aux conséquences de leurs actes, pour la première fois depuis des années. 4 jours, pour démontrer ce qu'il se passe, quand la personne fiable cesse d'être aussi fiable. 4 jours, pour changer la dynamique de toute une famille. Je rentre à la maison pour les fêtes maintenant, mais à des conditions différentes. Je viens quand je suis invité correctement, quand ma présence est appréciée, plutôt qu'exigée. Je viens, en sachant que je peux partir, si mes limites sont violées. Je viens en tant que personne à part entière, avec sa propre valeur, et non comme une ressource à épuiser. Et grand-mère Ruth, elle est la reine de son domaine, ne prétendant plus être démunie ou dans le besoin. Elle nous enseigne à tous à quoi ressemble la force, avec l'âge. Ce que la sagesse apporte. Et ce qu'il se passe, quand on refuse d'être diminué par les attentes des autres. Ce Noël a brisé quelque chose, qui avait besoin d'être brisé. Et dans l'espace laissé vacant, nous construisons quelque chose de meilleur. Plus lent, plus petit, mais infiniment plus sain. Ce n'est pas la famille dans laquelle j'ai grandi, mais c'est la famille que je choisis aujourd'hui. Et ça fait toute la différence.